Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe qui est vue de par le monde comme emblématique de la France, le béret. Le béret, parfois appelé dans sa forme classique béret basque, est fermement associé dans le monde, surtout anglo-saxon, avec les Français. Toutes les caricatures du français moyen incluent le béret, souvent avec une baguette et une marinière, et il est vrai qu'il fut à une époque très populaire dans le pays. Mais au-delà de cette image nationale, il est aussi associé à deux groupes très disparates, les artistes et les militaires. Donc comment est-il arrivé là? Des coiffes rondes en laine n'ont rien de nouveau, existant en Europe depuis les Grecs et les Romains, et n'ont rien d'exclusif à ce qui deviendra la France. Facile à confectionner, chaud et étanche, ce type de couvre-chef a du succès parmi de nombreux peuples. On peut voir des Écossais avec leur tam o' shanter, aux Arabes et leur chéchia. Mais c'est dans les Pyrénées, le Béarn pour être précis, que ce qu'on appelle aujourd'hui un béret vit le jour vers le XVe siècle. Avec son climat montagneux froid et ses nombreux élevages de moutons, cette région des Pyrénées vit ses habitants se confectionner des bonnets de feutre de laine, aplatis pour se protéger du vent et de la pluie, et permettre de se donner de l'ombre par temps ensoleillé. Une légende béarnaise attribue ses origines à Noé, le personnage biblique, qui trouva dans son arche de la laine tombée des animaux, pilée pendant les 40 jours du déluge, qui fut transformée en feutre, avec laquelle il fit des capes et des coiffes. Aussi poétique cette version soit-elle, la réalité est plus probablement que ce chapeau a ses origines dans le birus romain, une sorte de capuchon populaire à la fin de l'Empire, et dont le nom, au fil des déformations, devint béret en béarnais, puis en français, béret, et fut attribué aux coiffes de laine locales. Ces premiers bérets étaient souvent en gros feutre, tricotés dans de la laine crue, donc souvent blanc ou gris ou écru, bien que certaines communautés commencent à lui donner des couleurs, du brun au bleu au rouge, ayant parfois des connotations symboliques. Au passage, la petite languette qui orne le sommet, appelée kabilou ou koudik, est un reste de la façon artisanale de le tricoter, étant l'extrémité des fils utilisés dans le tricotage. Avec la fabrication moderne, cette extrémité n'existe plus, mais ce kabilou est ajouté quand même, pour des raisons esthétiques, car un béret ne serait pas un vrai béret sans. Il était très populaire parmi les bergers dans tout le Béarn, et vers le XVIIe siècle, des manufactures artisanales établies autour d'Oloron-Sainte-Marie en fabriquèrent de nouveaux exemplaires qui furent exportés aux régions voisines, les Landes, le nord de l'Espagne et bien sûr le Pays basque, dont les marins coiffés de bérets se rendirent célèbres de par le monde. Mais c'est bien le Béarn qui en revendique la paternité. Bien que populaire, pratique et confortable, il resta néanmoins cantonné dans sa région d'origine du sud-ouest de la France pendant longtemps. On peut se demander en passant pourquoi en France, il est généralement connu sous le nom de béret basque, s'il est béarnais. La méprise viendrait de Napoléon III, qui aimait passer ses vacances à Biarritz. Lors d'un voyage, voyant de nombreux habitants locaux porter des bérets, il pensa que les Basques en étaient à l'origine, et donc l'appela béret basque. Son entourage et la presse, trop polis pour corriger l'empereur, laissèrent passer cette erreur qui tomba dans le langage courant. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le béret commença à se répandre de par le pays, pour deux raisons principales liées toutes les deux à l'industrialisation. La manufacture industrielle de bérets au début du siècle lui permit d'être vendu à très bon marché, même à des gens qui n'avaient pas forcément de moutons eux-mêmes pour en fabriquer, et n'auraient pas pu se le permettre auparavant. Ceci le rendit encore plus populaire qu'il ne l'était avant dans la région. De plus, avec la révolution industrielle, il y eut un grand mouvement vers les villes, et les provinces vers la capitale. Ceci amena le béret, à l'origine un chapeau rural, vers les milieux urbains, et de nombreux Béarnais, Basques et Landais, allant vers Paris, le rendirent populaire là-bas. Tout comme la casquette plate en Angleterre, le béret acquit une sorte de connotation ouvrière, étant abordable, facile à ranger ou à rouler dans la poche, et confortable. Sa popularité se répandit donc de par la France au long du XIXe siècle, et c'est à ce moment-là qu'il passa de symbole régional à symbole national. Souvent teint en bleu foncé ou en noir, il devint le couvre-chef de choix de tous ceux dont le revenu était maigre, mais qui travaillaient dans le froid. Et c'est à ce moment-là qu'il acquit son association avec les artistes. Certains supposent que quelques artistes voulaient ressembler à leurs prédécesseurs de la Renaissance, qui portaient souvent une toque ressemblant à un béret. Mais plus vraisemblablement, la raison était surtout pratique et économique. Malgré leur renommée actuelle, les Monet, Cézanne et autres Chagall n'étaient pas en leur temps des hommes riches, et travaillaient dans leurs studios peu chauffés. Ils cherchaient donc un moyen de se garder la tête chaude, et ces pauvres artistes avaient tendance à choisir le chapeau le moins cher, le béret.
Par la suite, leur renommée faite, ceux qui les suivirent imitèrent leur maître et portèrent à leur tour le béret, et le stéréotype fut établi. Coiffe longtemps masculine, le béret se féminisa dans les années 30, les femmes adoptant des modes moins traditionnels, et fut adopté par des grands noms de l'époque. Moins porté de notre époque dans la vie de tous les jours, il existe un groupe pour lequel le béret est une coiffe courante et quasiment universelle de par le monde, les militaires. Le béret a beaucoup pour plaire aux militaires, étant peu cher à fabriquer, pouvant être teint de nombreuses couleurs pour les différents régiments, et pouvant être roulé dans la poche sans s'abîmer lorsqu'il n'est pas utilisé. Une sorte de béret fut utilisée par les Espagnols au début du XIXe siècle, lors des guerres carlistes, influencée par les coiffes basques, et le tam o' shanter faisait partie des uniformes de régiments écossais et de l'armée britannique. Mais les premiers à vraiment porter le béret de façon standard étaient les chasseurs alpins français, dont l'uniforme incluait un très large béret de style montagnard, dans lequel il est dit que les soldats devaient pouvoir se réchauffer les pieds si nécessaire. Avec l'introduction des casques et de la mécanisation de la guerre qui suivit la Première Guerre mondiale, les unités tankistes de la France, du Royaume-Uni et par la suite de l'Allemagne adoptèrent le béret. Souvent de couleur noire pour cacher les taches d'huile, il était pratique car il prenait peu de place et permettait de placer des écouteurs par-dessus. Le béret militaire devint très populaire parmi les troupes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fut adopté par les parachutistes et les commandos spéciaux. Par la suite, certaines unités spéciales américaines reçurent des bérets comme cadeau de la part de leurs alliés, qu'ils portaient de façon officieuse. Ce port fut officialisé dans les années 60. L'usage du béret se répandit dans les forces américaines après la guerre du Vietnam, comme mesure de morale, pour une force démoralisée, et remplaça le calot dans beaucoup d'unités françaises à cette époque, également pour des raisons similaires après la guerre d'Algérie. Après les indépendances des empires coloniaux français et britanniques, beaucoup des nouveaux pays adoptèrent des bérets similaires à leurs anciens colons pour leurs armées, et ailleurs, le prestige de l'armée américaine influença d'autres forces à faire de même. Le béret est aujourd'hui de loin la coiffe la plus courante dans toutes les armées du monde, dans toutes les couleurs imaginables, plus ou moins serré sur la tête, avec souvent des forces spéciales portant un béret vert à la façon des commandos britanniques, des Green Berets américains, ou des commandos marines ou légionnaires français, ou en rouge amarante pour les parachutistes. Souvent penché vers la droite, avec l'insigne au-dessus de l'oreille gauche, soit serré à la façon anglaise ou plus volumineux à la façon américaine, il est parfois, particulièrement dans les pays influencés par la France, porté penché vers la gauche, avec l'insigne au-dessus de l'œil droit. Les Russes et ceux influencés par eux ont plutôt tendance à avoir l'insigne centré sur le front et le béret penché de façon variable selon l'occasion. Et puis il y a les Israélites ici, où je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Le côté où il est penché viendrait du fait que les Anglais voulaient éloigner leur tam o' shanter de l'épaule où ils mettaient leur fusil. Les Français, quant à eux, avec leur béret plus large et plus mou, voulaient l'éloigner de l'œil droit qui servait plutôt à viser, d'où les traditions. Le béret civil vit un fort déclin, comme tous les chapeaux, dans les années 60. Il était vu comme ringard, plouc, dépassé, seulement porté par les vieux. Bref, il n'était plus à la mode. Malgré cela, on peut encore le voir dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, son lieu de naissance, où il jouit d'un fort attachement culturel. Porté lors des événements culturels comme les férias, on peut encore en voir aussi sur certains irréductibles, surtout dans les campagnes. Dans le reste de la France, il subsiste parfois par temps froid sur la tête des femmes à la mode, surtout en ville, et parmi quelques anciens ou des traditionnalistes. Il est aussi présent dans quasiment toutes les boutiques de souvenirs de Paris, souvent en version de piètre qualité, car associé à la France parmi de nombreux touristes. Il est aussi présent chaque fois que l'on veut faire une caricature d'un personnage français. Cette image du stéréotype du français, coiffé d'un béret, souvent avec une chemise à rayures, comme je suis habillé en ce moment, vient de l'Angleterre. Des cultivateurs d'oignons bretons, surtout de la pointe de Roscoff, allaient souvent au tournant du XXe siècle vendre leurs produits outre-Manche, où ils étaient populaires, en faisant du porte-à-porte. Paysans, ils portaient souvent un béret car il n'était pas cher, et bretons, ils avaient souvent une marinière. Les Anglais moyens, pour qui c'était sûrement la seule interaction avec un Français, ont pensé que tous les Français s'habillaient ainsi, et l'image leur est restée. Elle s'est répandue au reste du monde anglo-saxon après la guerre, et au reste du monde par la suite, et perdure de nos jours. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.